Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Metro News. À la une de ce mardi, c'est confirmé, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera en Haïti jeudi prochain. Une visite qui suscite toutes sortes de spéculations. Port-au-Prince est dans le noir depuis hier lundi 2 septembre en raison du sabotage de la centrale hydroélectrique de Péligre. Et puis l'ULCC recommande de mettre l'action publique en mouvement contre une dizaine d'anciens diplomates haïtiens pour défaut de déclaration de patrimoine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive en Haïti dans un contexte de crise au sein du Conseil présidentiel de transition. Le scandale impliquant les 3 membres du Conseil face au président de la BNC, les difficultés liées à la formation du Conseil électoral et les défis auxquels la PNA s'est confrontée pour lutter contre l'insécurité représentent autant d'obstacles à la stabilité du pays. Avec Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales, nous analyserons la portée de cette visite. Bonsoir Pierre-Antoine Louis, merci de votre disponibilité. Bonsoir Rosberline, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu dans le pays cette semaine. Une visite qui survient alors que le Conseil présidentiel est éclaboussé par un scandale de corruption. Quelle est donc la raison? Qu'est-ce qui justifie cette visite, Pierre-Antoine Louis? Bon, le 11 mars dernier, le secrétaire d'État Blinken, qui fait office de ministre des Affaires étrangères des États-Unis, avait passé pratiquement tout l'après-midi et la soirée jusqu'à la fin de la session à Kingston, en Jamaïque, qui a conduit à la signature de l'accord du 3 avril, de la mise en place du Conseil présidentiel, de la formation du gouvernement, ainsi de suite. Donc récemment, il y a quelques jours, les éminentes personnes de la CARICOM étaient en visite en Haïti. Je suis certain que ces messieurs ont dressé un rapport qui a été acheminé à la chancellerie des États-Unis d'Amérique. Et M. Blinken a pris connaissance de ce rapport, ainsi que les rapports que lui ont dressés, les câbles que lui ont envoyés l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. Il est probablement alarmé par la situation politique. Il existe une certaine lenteur dans la mise en place des institutions. L'organe de contrôle de l'action gouvernementale n'a pas encore vu le jour. Le Conseil électoral, la mise en place du Conseil électoral traîne. Il y a des difficultés au sein des secteurs qui ont été désignés. Il y a aussi le scandale, comme vous l'avez si bien dit, de 3 conseillers présidentiels qui font l'objet de soupçons de corruption. Et tout ça risque d'hypothéquer, disons, la mise en œuvre de la feuille de route qui devrait aboutir à des élections pour qu'il y ait un nouveau président et de nouveaux gouvernants en Haïti à tous les niveaux au 7 avril 2026. Et aussi, l'éléphant dans la salle, c'est aussi le fait que la situation sécuritaire s'est détériorée, s'est dégradée. Il y a beaucoup plus de personnes déplacées depuis la mise en place de la mission. Et la mise en place de la mission, le déploiement de la mission traîne, 400 personnels sur 2500. Il existe un problème financier grave. Pour que la mission soit mise en œuvre, il y a des problèmes probablement de cantonnement. La base qu'il y a à l'aéroport ne suffira pas. Et il faudra aussi envisager de cantonner le personnel dans le base Artibonite et dans d'autres endroits stratégiques qui sont affectés par l'ampleur de la sécurité en Haïti. Donc, quand le secrétaire d'État américain se déplace, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et il cherche un pompier à tenter de réparer la brèche ou encore d'éteindre l'incendie. Donc, c'est dans ce contexte qu'arrive M. Blinken. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre, à un mois d'hier, le mandat de la mission multinationale, de la résolution 2699 touche à sa fin. Il va falloir que le Conseil de sécurité envisage une autre résolution pour que la mission soit déployée ou transformée. Donc je ne vais pas anticiper sur les questions, mais autant de dossiers pendants qui suscitent l'intérêt des États-Unis pour une visite, un déplacement même éclair du secrétaire d'État Blinken en Haïti.
Plus de pense que le secrétaire va venir pour donner des ordres aux autorités haïtiennes, notamment au Conseil présidentiel de transition, au gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression que le secrétaire d'État peut réellement influencer et faire avancer carrément certains dossiers qui sont pendants, notamment le dossier de corruption de la BNC, trouver une issue? Est-ce que vous pensez qu'il a ce pouvoir d'influencer à ce que les choses puissent avancer rapidement? Je vais dire oui, en théorie, le secrétaire d'État dispose d'une influence suffisante pour faire avancer les dossiers. Est-ce qu'il va donner des ordres? Absolument non. Premièrement, ce n'est pas leur style, mais cependant, il existe des préoccupations. Soulignons également, je devais souligner tout à l'heure aussi, que dans à peu près 2 mois, il va y avoir des élections aux États-Unis. Okay? Dans 2 mois, 2 jours. Le 5 novembre, il va y avoir des élections aux États-Unis. Les États-Unis ne voudraient pas qu'il y ait des dérapages en Haïti. Il y a le candidat démocrate qui est en lice, qui est l'actuel vice-président des États-Unis. Donc, il y a aussi le fait qu'il y a l'héritage, n'est-ce pas, de l'administration Biden et aussi d'Anthony Blinken. Quel héritage il va léguer ou il va laisser après son passage à la chancellerie des États-Unis, le département d'État, d'ici le 20 janvier 2026. Donc, il y a ça aussi. Mais le secrétaire d'État ne va pas donner des ordres, mais il va constater certains faits. Premièrement, une lenteur au niveau politique. Deuxièmement, du côté haïtien, c'est le moment aussi de souligner la lenteur dans le déploiement de la mission, de remercier les États-Unis pour tous les efforts qu'ils ont consentis, et pour le gouvernement haïtien de démontrer aux États-Unis que oui, Haïti, tout comme le président Zelensky en Ukraine, dispose d'une stratégie de reprise de contrôle des zones assiégées par les groupes terroristes et de restauration de l'autorité de l'État. Que le gouvernement entend aller jusqu'au bout de la mise en œuvre de l'accord du 3 avril, tout ça. Donc, il y a aussi quelques demandes, quelques souhaits dont dispose Haïti par rapport à la transformation de la mission multinationale, par rapport au financement de la mission qui traîne. Parlant de la mission multinationale, est-ce que, selon vous, le gouvernement haïtien devrait demander beaucoup plus d'argent, d'équipement aux États-Unis au cours de cette visite? Et également, est-ce qu'il ne peut pas demander que cette mission soit transformée plutôt en une mission de métier de la paix, par exemple? Bon, tout à fait. Parce que, premièrement, discutons du financement de la mission. La mission est censée, la mission multinationale de la paix et de la sécurité est censée être financée à partir de contributions volontaires des membres de l'ONU. Contributions qui traînent, si ce n'est que la contribution de 200 millions que les États-Unis avaient promis pour le déploiement de la mission et une contribution de 90 millions de la part du Canada, les montants traînent. Maintenant, c'est la raison pour laquelle seuls 400 sur une projection de 2500 personnels sont sur le terrain. Donc c'est une question pertinente et il faudrait exhorter le secrétaire d'État d'aller chercher ailleurs, dans les pays scandinaves, dans les pays du Golfe, qui sont capables d'aider au financement de la mission. Maintenant, au niveau, n'est-ce pas, de la suite de la mission, le paragraphe 19 de la résolution 2699, dans ce paragraphe, le Conseil de sécurité demande au secrétaire général des Nations Unies de formuler des propositions pour une éventuelle transformation s'il y a lieu de la mission multinationale d'appui à la sécurité. À mon sens, vu que près d'1 an plus tard, 11 mois plus tard, plus de 11 mois plus tard, le déploiement de la mission traîne, donc il y a un problème de financement, il y a un problème logistique, or que l'article et le paragraphe 18 de la résolution demandent au secrétaire général d'utiliser les moyens logistiques de l'ONU pour appuyer la mission, quitte à ce que le secrétariat général soit remboursé, parce que c'est aussi l'ONU qui gère le fonds fiduciaire de la mission. Donc il y a lieu qu'Haïti sollicite de la part du gouvernement des États-Unis d'Amérique la possibilité de la transformation de la mission en une mission de maintien de la paix. Pourquoi? Il s'agit du financement de la mission. Une mission de maintien de la paix, c'est l'ONU qui gère la mission. Donc on n'aurait pas ces problèmes de financement. Et les pays membres de l'ONU sont tenus, ils sont obligés de contribuer au financement de la mission. Contrairement pour cette mission-là, c'est volontaire. La mission multinationale,
La contribution est volontaire. Une mission de maintien de la paix, c'est une mission de l'ONU. La mission doit être financée au même titre que toutes les opérations de l'ONU. Donc, la transformation d'une mission de maintien de la paix enlève le problème de financement. Cependant, il y a la Chine et la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité, disposant du droit de veto. S'ils ne sont pas d'accord, si ces deux pays ne sont pas d'accord, ils sont capables, comme ils s'étaient abstenus pour l'adoption de la résolution 2699, ils sont capables d'appuyer leur veto pour dire on ne veut pas de mission de maintien de la paix en Haïti, d'autant plus que la MINUSTAH, il n'y avait pas de succès, ainsi de suite, c'est ce qu'on va dire. Mais si Haïti lui-même, le pays, demande aux États-Unis d'Amérique d'utiliser ses bons offices, son influence, et même pour qu'Haïti engage une discussion avec les partenaires chinois et russes en collaboration avec les États-Unis pour que cette mission soit transformée au niveau politique, géopolitique. Ce n'est pas un cadeau à Haïti, parce que d'ailleurs Haïti maintient les relations avec Taïwan, la République de Chine-Taïwan, au lieu de la République populaire de Chine qui dit qu'il n'existe qu'une seule Chine, et donc un pays ne devrait pas avoir des relations avec Taïwan. Donc il y a tout ça qui joue. Mais si Haïti demande, en tant que pays membre fondateur plutôt de l'ONU, Haïti demande, et à partir des problèmes que nous confrontons en Haïti, la transformation de la mission en une mission de maintien de la paix, ça pourrait aussi être déterminant, parce que c'est Haïti qui souhaite que cette mission soit transformée, et ça pourrait enlever aussi le problème du financement. Pierre-Antoine Louis, merci infiniment. Tout le plaisir pour moi, comme d'habitude. Voilà les explications de l'expert en relations internationales et ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Il était notre invité ce mardi pour parler notamment de l'arrivée du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Autre dossier, l'électricité d'Haïti annonce que sa production est réduite à zéro depuis le lundi 2 septembre. L'EDH précise que le plateau central est privé d'électricité parce que 2 transformateurs sont tombés irréversiblement en panne à cause de surcharge et surtout de l'impossibilité d'apporter l'assistance technique nécessaire, à temps puisque l'Ouest est pratiquement coupé du reste du pays. Jose Davilmar de l'EDH est avec nous pour plus de précisions sur ce sujet. Monsieur Davilmar, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Bonsoir madame, c'est un plaisir que je me mette disponible pour Radio Métropole, Radio Télémétropole ce soir pour parler d'une situation vraiment qui préoccupe, et c'est pas la situation de l'EDH, c'est la situation du pays. En effet, dans une note qui est datée de ce 3 septembre 2024, l'EDH informe à la population que sa production électrique est réduite à zéro, et c'est suite au boycott de la centrale hydroélectrique de Péligre. Monsieur Davilmar, que s'est-il passé? Ce que s'est passé, il y a eu une annonce depuis quelque temps qu'il va y avoir des manifestants, ou bien une manifestation qui réclame que l'EDH approvisionne le plateau central, le département du centre. Mais l'EDH a eu la décence d'informer les instances et les institutions concernées pour dire que l'EDH est en train de prendre des mesures pour remédier à quoi? Pour remédier d'abord à la situation qui prévaut par rapport à 2 transformateurs qui ont été pratiquement incendiés, mais ils ont fait l'assaut d'oreille, et malgré tout, et je dirais, tout ce qu'on avait lancé comme je dirais, pour dire qu'il faut éviter d'en arriver là, ils ont fait l'assaut d'oreille, et puis voici la situation. Hier, 2 septembre, il y a eu ce qui est arrivé, et ils ont envahi avec le leadership de certaines autorités, de certaines, je dirais, soi-disant autorités, et on a stoppé la centrale depuis hier, et c'est ce qui explique que l'EDH actuellement est réduit en termes de production électrique à zéro. Est-ce que vous avez pu identifier les auteurs et savoir leur réelle motivation? Il y a seulement le magistrat qui a été identifié comme un auteur de ceci, et dans la note, il est dit clairement
et que les autorités sont invitées à identifier, juger et punir les auteurs de ces troubles. Vous parlez du magistrat. De quel magistrat s'agit-il? Le magistrat de Mirbalais. Il a été vu en train de mettre la pression sur le responsable du centre hydrohydraulique de Péligre, à mettre la pression sur lui juste pour permettre ou bien pour qu'il arrive à ses fins. Et c'est de fermer, c'est de rendre le centre inopérationnel. C'est ce qu'on a vécu depuis hier. Et depuis hier, toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince n'est pas alimentée en électricité parce qu'il y a un groupe au niveau du plateau central qui dit s'ils ne sont pas alimentés, si les zones ne sont pas alimentées au niveau du plateau central, il est interdit à l'EDH de produire de l'électricité pour la zone métropolitaine. Alors qu'ils savent pertinemment que ces deux transformateurs qui ont été tout simplement mis hors de service irrémédiablement, on ne peut pas les réparer, donc il faut les commander. Or, on ne dispose pas d'un espace, de marché, de magasin en Haïti qui peut produire ces matériels. Donc, c'est des matériels qui coûtent cher, c'est des matériels qui exigent beaucoup en termes de coûts de maintenance et voire les remplacer. Donc, ils n'ont pas voulu entendre raison, donc ils ont fait ce qu'ils ont cru comprendre qui va les faciliter à produire beaucoup plus d'électricité. Au contraire, c'est des situations qui vont tout simplement rendre la situation plus difficile. Justement, en parlant de ces deux transformateurs qui sont tombés en panne, où vous l'aviez dit, des habitants de Mirbalais et également des habitants de Hinche protestent contre cela, est-ce que vous avez déjà pensé à comment remédier cette situation afin qu'on puisse retourner à une certaine normalité de la situation? Exactement. On les a communiqués qu'on a trouvé une situation momentanée de façon ponctuelle pour remédier à la situation. Mais encore une fois, ils n'avaient pas voulu entendre raison. La première situation, c'est de remplacer un transformateur qui est placé au niveau de Péligre pour Mirbalais. Et dans un deuxième temps, c'est permettre à ce que Port-au-Prince alimente une partie de la zone de Hinche. Mais malgré tout, et tout ceci, on parle, on est en train de parler, madame, de l'industrie lourde. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait du matin au soir, d'aujourd'hui à demain. C'est des dispositions qui sont prises aujourd'hui et qui peuvent être réalisées dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'il n'y a pas un magasin en Haïti où l'on vend des transformateurs. Donc, il faut que les gens comprennent que la situation est difficile et ça ne dépend pas seulement de l'EDH, ça dépend également de l'État en général. Monsieur Davillemort, c'est de ça qu'on parle. Justement. Monsieur Davillemort, depuis hier, pratiquement, la région métropolitaine de Port-au-Prince s'est plongée totalement dans le noir. Est-ce que vous avez déjà pensé à comment résoudre ce problème? À quand le rétablissement de l'électricité, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince? Définitivement, cela ne dépend pas seulement de l'EDA. C'est pourquoi dans la note, on a dit clairement qu'on fait appel aux autorités parce qu'il y a des menaces. Le responsable de la centrale hydroélectrique de Péligre est en difficulté. Donc, il faut que les autorités concernées, que ce soit la justice, que ce soit au niveau de l'armée, la police, il faut que toutes les institutions prennent des dispositions nécessaires pour sécuriser ce patrimoine national qu'est la centrale de Péligre. Je ne peux pas garantir le retour de l'électricité au niveau de la zone métropolitaine. Je peux tout simplement renouveler, rappeler aux autorités concernées qu'elles doivent prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l'EDH d'être confortable, de permettre à nos techniciens, de permettre à nos employés d'être confortables, pour permettre effectivement au retour normal de la situation
pour que le retour effectif de l'électricité soit effectif à partir de ce moment-là. Parce que comment je peux garantir quoi que ce soit quand je ne peux pas garantir à mes employés, à mes techniciens, leur retour sur le site. Donc il faut que les autorités prennent leurs responsabilités, c'est ce que vous nous dites, afin que la production électrique puisse recommencer. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités par rapport à l'EDH. Parce que dans le temps, à Péligue, il y avait un contingent de l'armée d'Haïti qui protégeait le site. On ne parle pas d'un simple site, on parle d'un site stratégique, on parle d'un site important pour la nation. Ce n'est pas pour l'EDH. Quand l'énergie est produite pour le pays. Donc, quand c'est impossible de le faire, et vous voyez l'handicap qu'il y a au niveau du pays, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la Digicel, tout est en branle ou bien tout est handicapé parce que l'EDH ne produit plus. Monsieur Davillemort, comme dernière question, qu'est-ce que vous, au niveau de l'EDH, vous pouvez faire afin que vous puissiez accélérer le processus du rétablissement? Qu'est-ce qu'on veut? On a publié une note, on a tiré la sonnette d'alarme, on a dit que voici la situation. Que toutes les instances concernées, toutes les autorités concernées prennent leurs responsabilités pour permettre effectivement à l'EDH de passer à l'action. Mais pour que la centrale recommence à distribuer, il n'y a que les autorités pour nous dire que vous êtes en mesure, vous êtes en sécurité maintenant pour recommencer. Monsieur Joseph Villemort, merci infiniment. Madame, c'est un plaisir. À bientôt. Merci encore. Voilà les précisions du responsable de communication, également directeur administratif de l'EDH, Joseph Davillemort. Avec lui, on faisait le point sur cette situation développée au centre hydroélectrique de Péligue. Plusieurs maisons ont été incendiées ce mardi 3 septembre par les gangs de Vivre Ensemble. Cette nouvelle attaque serait une réaction aux récentes opérations menées par les forces de l'ordre dans ces zones. Un riverain de la région nous fournit plus d'explications. Endroit ça n'a pas regardé là, c'est un endroit côté bandit qui installé quartier général. Mais pendant ces semaines-là, la police avec l'armée d'Haïti et repousser les ça et au pas là encore. Mais le problème, c'est parce que pendant l'armée d'Haïti avec la police a mené opération dans le Kafou paysan, dans la zone sans fil, dans la zone Solino, mais bandits ont employé des nouvelles stratégies qui s'allient pendant la police en bas dans le marché Kafou paysan dans sans fil. Bandits ont même utilisé route Delma, côté qui ont entré par Delma 24, ils ont modifié dans toute zone Kaonabo, dans la zone de Saint-Lô, moun qui connaît zone ça bien, connaît qui zone m'a parlé là dans Delma 24 là. Nous avons suggéré et nous qui responsable opération pendant la opération en bas dans le marché Kafou paysan, dans la zone Mayal, dans la zone Solino, nous avons souhaité nous tout pour nous faire en sorte pour nous mettre en 2-3 chats dans la zone Delma 24 là. Parce que Delma 24 là, c'est une zone stratégique, et puis les gens entrer Delma 24, ils prennent Solino. Au total, 7 rapports d'enquête sur la corruption évalués à plus de 614 millions de gourdes recensés, dont les institutions étatiques ont été rendues publiques par l'unité de lutte contre la corruption ce mardi. 14 diplomates haïtiens sont aussi dans le collimateur de l'ULCC. Ces représentants diplomatiques du pays refusent de présenter leur déclaration de patrimoine. Selon le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Louis Joseph en a profité pour évoquer la liste des dossiers en cours. L'unité de lutte contre la corruption poursuit son travail d'enquête et le rapport d'enquête à l'encontre des personnalités qui sont impliquées dans des cas de corruption. Au total, 7 rapports évalués à plus de 614 millions de gourdes ont été rendus publics. Le directeur général de l'institution, Hans-Jacques Ludwig Joseph, fournit des détails. 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Des anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du Travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse,
du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Depuis la création de l'ULCC en 2004, soit 20 ans plus tard, 94 rapports d'enquête ont été déférés par devant le parquet de Port-au-Prince, dont 49 sous l'actuelle administration. Malgré la paralysie de l'appareil judiciaire, l'ULCC n'entend pas faire profil bas. Des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. L'État haïtien a perdu la rondelette somme de plus de 614 millions de gourdes. Plusieurs autres dossiers d'enquête sont à l'étude, notamment des institutions étatiques, y compris 14 diplomates haïtiens qui sont loin d'avoir de bonne réputation en matière de déclaration de patrimoine. L'affaire de la Banque nationale de crédit, les dossiers du Fonds national de l'éducation, du ministère des Affaires étrangères et de ses représentations diplomatiques, du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement et autres sont en train d'être traités des diplomates haïtiens qui, en dépit de la sommation de l'ULCC l'année dernière, ont décidé délibérément de violer la loi en refusant sciemment d'effectuer leur déclaration de patrimoine. 14 diplomates, ambassadeurs, consuls généraux sont aujourd'hui transmis au parquet par requête adressée au commissaire du gouvernement. Depuis la dernière conférence de presse, le 16 novembre 2023, où le DG de l'ULCC avait présenté 11 rapports d'enquête évalués à plus de 4 milliards de gourdes, jusqu'ici, aucune suite n'a été donnée, du moins pas encore, ou peut-être c'est confidentiel, des raisons qui poussent certains à remettre en question la suite de ces présents rapports. Ces rapports soutenus par une documentation scientifique attendent encore, pour la très grande majorité, les verdicts des cours et tribunaux du pays. Un autre dossier brûlant sur lequel le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, n'a pas mis l'accent, c'est le dossier des 3 conseillers présidents qui sont, selon les informations qui circulent, dans des cas de corruption, parce que jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire selon les rapports, parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, mais aucun rapport n'a été publié. Par contre, le directeur général de l'ULCC n'a pas reçu de questions, car des travailleurs de presse ont voulu lui demander jusqu'à présent à quel point est cette enquête. Mais on sait également qu'au niveau de la CARICOM, il y a des décisions qui ont fait savoir qu'il est important à ce que la lumière jaillisse sur ce dossier. Il y a différents secteurs de la vie nationale, alors les tendances sont partagées. Il y a des secteurs qui veulent à ce que réellement il y ait une enquête. Il y a d'autres secteurs qui estiment que ce sont des machinations politiques qui tendent à ternir l'image des conseillers présidents. Mais le tout maintenant, c'est d'attendre l'ULCC pour savoir quel sera le rapport d'enquête, qu'est-ce qui sera dit dans ce rapport d'enquête afin que lumière soit faite sur ce dossier. Toutefois, on souligne que dans le cadre de cette conférence de presse, 7 rapports d'enquête ont été présentés, mais rien n'a été dit, et précisément dans les propos de circonstance du directeur général de l'ULCC sur cette enquête qui est en cours. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terme de ce journal. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une. C'est confirmé, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera en Haïti jeudi prochain, une visite qui suscite toutes sortes de spéculations. Port-au-Prince est dans le noir depuis lundi 2 septembre en raison du sabotage de la centrale hydroélectrique de Péligre. Et puis l'ULCC recommande de mettre l'action publique en mouvement contre une dizaine d'anciens diplomates haïtiens pour défaut de déclaration de patrimoine. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.